Bonjour et bienvenue sur la chaîne de podcast Métamorphose professionnelle, le podcast qui s'intéresse aux transitions professionnelles. Vous y découvrirez des témoignages de personnes venues de tout horizon qui partagent avec vous leur parcours, leurs hauts et leurs bas, la réalité de leur métier et du monde du travail. Nous parlerons également de multipotentialité, de slashing, de rupture de contrat, de formation, d'argent, d'épuisement professionnel, de conciliation vie pro, vie perso et surtout de sens au travail et bien d'autres sujets encore. Je vous invite également à mettre 5 étoiles si vous avez aimé l'épisode et à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper des prochains épisodes. Je m'appelle Tiffany Choblet, je suis psychologue du travail et ma mission est d'accompagner les personnes en quête de sens qui souhaitent un changement dans leur vie professionnelle et valoriser leur image en les aidant à déployer leurs ailes et à prendre leur envol. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode Métamorphose professionnelle. Cet épisode est un peu spécial aujourd'hui puisque j'ai à mon micro celui qui partage ma vie, donc Joris, et je vais te laisser te présenter si tu veux bien. Donc je suis Joris, j'ai 32 ans. Je suis actuellement assistant commercial dans un centre de formation nantais. Alors moi je connais un petit peu ton parcours évidemment. Mais ceux qui nous écoutent ne connaissent pas tout ton parcours, ce que tu as fait auparavant. Est-ce que tu peux faire un petit retour en arrière? D'où tu pars? Quelle formation tu as déjà? J'ai commencé mes études dans l'industrie graphique, où j'ai étudié la PAO, donc tout ce qui est partie communication visuelle, graphique, et aussi l'imprimerie, sur des anciennes machines offset pour ceux qui connaissent, des machines mécaniques, que je suis pas du tout issu du milieu de la vente. Ensuite, j'ai voulu poursuivre mes études dans ce domaine-là, mais pour diverses raisons, je n'ai pas pu poursuivre dans ma lancée. On m'a orienté vers les métiers du numérique, donc système numérique qui n'a rien à voir avec le graphisme. Et du coup, voilà, j'ai bossé en tout cas dans la vente grâce à mon parcours d'imprimerie, enfin mes connaissances en imprimerie et en communication. J'ai bossé pendant 4 ans en tant que vendeur en papeterie. Ensuite, je suis parti d'Amiens pour rejoindre le Grand Est pour des raisons sportives. Là, j'y ai bossé dans un domaine totalement différent, qui est le milieu de la restauration. Pour moi, d'ailleurs, j'avais fait une croix sur la restauration à ce moment-là, mais j'avais fait des sacrifices à ce moment-là. Et j'y suis resté 2 ans pour venir à Nantes. Et je suis encore retourné dans la restauration pendant un peu plus d'1 an. Donc ensuite, j'ai rejoint Tiffen, donc à Angers. Et du coup, j'ai traversé une passe un peu difficile. Je suis retrouvé sans travail, sans aide sociale. C'était vraiment très compliqué mentalement parlant. Puis c'était le confinement. Et c'était le confinement. En plus de ça, quelques jours après, j'ai travaillé dans j'ai fait quelques petits boulots, comme on dit, histoire de travailler. Et après, on est revenu sur Nantes. Donc, je suis retourné dans le restaurant auquel j'ai travaillé quand je suis arrivé à Nantes pendant quelques mois. Et ensuite, j'ai profité pour chercher un autre travail en parallèle. Eh bien, voilà un parcours avec beaucoup de transitions, oui. Un certain nombre de changements à la fois professionnels et de déménagement, et puis personnel, évidemment. Oui, personnel, évidemment, aussi. Donc toi, tu es passé d'Amiens, donc tu es originaire d'Amiens, tu as été à Nancy, donc tu disais pour des raisons sportives, et ensuite à Nantes, puis à Angers, puis de nouveau à Nantes. Est-ce qu'on peut revenir, donc au tout départ tu disais qu'il y avait eu une erreur de parcours étant donné qu'on t'avait un peu orienté déjà dans le cadre de ta formation initiale. C'est ça. Est-ce que tu peux nous en dire plus? C'était juste après mes 2 années de lycée, quand j'avais décroché le diplôme, un BEP, parce qu'à l'époque c'était la dernière année où il y avait le BEP. Je voulais continuer, comme je disais, mes études. Et mes parents n'ont pas pu financer mes études. J'ai été carrément déscolarisé à ce moment-là. Donc j'ai fait des petits boulots en intérim.
fait du déménagement, de l'emménagement, j'ai fait du chargement, du déchargement de camions. Faire du vélo pendant une demi-heure pour travailler 1 heure et pour revenir en vélo une demi-heure. Enfin, c'est une période très compliquée. Donc, je voulais reprendre mes études, absolument. Donc, j'ai attendu pas d'être majeur, mais presque, pour reprendre mes études. J'ai été aidé, entre guillemets, avec conseil d'information et d'orientation, c'était ça, qui évidemment m'a très mal orienté. Au départ, j'avais expliqué mon projet de de continuer dans ce milieu-là qui est une véritable passion d'ailleurs. Mais la personne que j'ai eu en face n'avait pas très bien compris le métier, comme beaucoup de monde d'ailleurs à cette époque-là, parce que le graphisme, on savait pas ce que c'était. On pensait que c'était du gribouillage sur un ordinateur, voilà, grosso modo. Et du coup, on m'a orienté sur donc un bac pro, système numérique, système électronique et numérique. C'était de la réparation d'électroménager. De circuits électroniques et aussi de systèmes réseau informatiques. D'accord, ok. Donc là, c'est un peu plus clair là-dessus. Donc en effet, ça peut parler à un certain nombre de personnes qui ont pu être aussi déscolarisées à un moment donné et montrer toi comment tu as su rebondir finalement par rapport à ce que tu considères être une erreur de parcours. T'as quitté donc Amiens pour Nancy, donc pour des raisons sportives, tu disais. Donc là, j'imagine que c'est dans le cadre, enfin je le sais moi, mais en tout cas c'est dans le cadre de loisirs et pas professionnellement puisque tu n'as pas exercé dans le secteur. Non, pas du tout. Non, en fait, donc je fais du floorball. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est du hockey en salle. J'en fais depuis 12 ans presque. Ça, je me suis dit à un moment où à Amiens ça n'allait pas fort. J'avais envie de voir du pays, comme on dit. Donc j'ai ouvert une carte et puis je me suis dit tiens, où est-ce que je pourrais aller, puis j'ai vu le Grand Est et j'ai fait ah bah non c'est bon, bah je vais y aller. Et puis j'ai profité des grandes vacances pour organiser mon départ et je suis parti en octobre, enfin tout seul d'ailleurs, et j'ai fait de la colocation avec un de mes anciens coéquipiers. Et ça demande quand même une sacrée dose de courage, quoi, de se lancer comme ça dans l'inconnu, de se dire tiens, la zone Grand Est, c'est vrai qu'elle est pas très prisée, pourquoi pas aller là-bas. Moi, ça m'a jamais fait peur en fait de partir. Quand je suis arrivé à Nancy, j'étais plutôt excité et content parce que c'était une nouvelle ville, c'était un nouvel endroit, donc nouvelles habitudes, des connaissances, enfin, des nouvelles connaissances et une nouvelle vie, quoi. Est-ce que tu peux expliquer si à un moment donné il y a eu un de tes déménagements qui a été choisi ou contraint d'ailleurs par rapport au travail ou parce qu'il y a eu une opportunité? Oui. Quand je suis arrivé à Nantes, j'ai déménagé pour le travail. Parce que, comme je disais, à Nancy, je travaillais en restauration, qui est un domaine que je connais de loin. Parce que j'ai commencé à travailler, enfin, je suis rentré dans le monde professionnel en restauration, comme beaucoup de monde. Où je suis pas du tout issu de la restauration et au contraire, quand j'avais 18-20 ans, j'étais vraiment pas du tout fait pour la restauration. Et en termes mental, je veux dire. Quand je suis arrivé à Nancy, déjà dans un premier temps, j'ai rejoint une équipe super sympa. J'ai passé 2 ans, forcément avec des hauts et des bas dans l'équipe. Même aujourd'hui, j'en garde un très très bon souvenir. Donc oui, je suis parti de la région sans regret du tout parce que j'avais encore envie de voir du pays. Puis quand je suis arrivé à Nantes la première fois, c'était pas un coup de foudre, mais presque. Je suis arrivé à Nantes 1 an et demi après, je crois. Oui, je suis parti de Nancy du coup pour rejoindre une équipe dans la restauration rapide pour faire une ouverture de restaurant avec un travail vraiment difficile. Mais l'ambiance de travail vraiment faisait que on s'amusait beaucoup et on s'amusait en travaillant, et moi c'est ce qui me plaisait à ce moment-là.
Donc, vous précisez que, en fait, jusque-là, jusqu'à cette expérience-là, tu travaillais à temps partiel. Tu avais toujours connu le temps partiel. C'est ça. J'ai toujours connu le temps partiel. Quand je travaillais en papeterie, j'étais à mi-temps. Et quand j'ai bossé en restauration rapide à Nancy, j'ai été en 24 heures et après je suis passé à 30 heures. Quand je suis arrivé à Nantes, j'ai travaillé à 24 heures et puis à 30 heures, rapidement d'ailleurs. Ouais. Et donc tu parlais de sacrifices quand tu travaillais en restauration. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces sacrifices que tu as fait? Quand on bosse en restauration, et je sais qu'il y a des gens qui certainement qui nous écoutent et qui ont travaillé ou travaillent dedans et savent ce que c'est comme notion de sacrifice en termes de temps, en termes de loisirs, en termes de biens personnels, on va dire un bénéfice personnel, où les loisirs, on les fait en décalé, on n'a aucun week-end, on a un week-end sur 3 ou sur 4 pour les plus chanceux. On travaille à des horaires décalés, on dort on se lève à 8h pour partir à 9h30 pour faire un service par exemple de 10h à 14h. On revient à la maison, on mange un morceau, on dort pendant 1h30, 2h pour repartir au boulot. Donc de 18h30 à 23h30 pour ma part, souvent, en tout cas quand j'étais à Nancy. Donc voilà, c'est des sacrifices personnels et ça joue forcément sur le moral et sur le fait de rester dans l'équipe et de trouver ailleurs, quoi. Oui, puis c'est aussi se lever tôt quand on est du matin, c'est rentrer tard quand on est du service du soir. Moi, je me souviens quand tu m'as rejoint sur Angers, quand tu as repris des boulots dans la restauration. Souvent tu pouvais arriver entre minuit et 1h du matin, fallait même aller te chercher parce qu'il n'y avait plus forcément de bus. Donc ça c'est des contraintes à prendre en compte. C'est des contraintes à prendre en compte quand on vit, quand on partage sa vie. En tout cas à plusieurs, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. La vie de famille, il y a la vie de couple. Forcément quand on a un enfant ou quand on est en couple, on n'a pas envie de rentrer à 23h, on a envie de profiter aussi de son ou sa compagne en rentrant, on a plus envie de profiter, ce qui est totalement logique. On travaille en horaire décalé, on a une approche totalement différente quand on est en couple ou pas. Est-ce que justement tu peux expliquer comment tu as fait ce switch, comment tu as réussi à quitter la restauration, comment ça s'est passé? Il y avait déjà eu le deuxième confinement entre-temps. C'est ça, il y avait des confinements. Du coup, moi je travaillais toujours en restauration, j'étais en chômage partiel. Du coup, j'ai profité de ce chômage partiel pour trouver un autre travail parce que la restauration, j'en avais marre, très clairement. Je voulais faire autre chose. Et puis je me suis dit, il y a un moment où je me suis dit, j'ai une expérience de 4 ans dans la vente, dans une papeterie. J'ai des connaissances très solides en informatique et c'est là où j'ai vu une offre d'emploi sur internet que d'ailleurs tu m'avais conseillé de postuler déjà bien avant d'ailleurs, où tu me disais tu m'avais dit oui, est-ce que tu te verrais travailler là, et puis avant même qu'il y ait une offre d'emploi. Et moi j'ai répondu je sais pas, j'en sais rien, Et quand j'ai vu cette offre-là, je me suis dit c'est pas pour rien qu'elle existe. Donc je vais postuler. J'ai relancé. D'ailleurs, c'est peut-être même la première fois de ma vie que je relance autant une entreprise. Tellement j'étais impatient. Tu te souviens combien de fois tu avais relancé? Mail, téléphone compris, j'ai peut-être dû relancer 5-6 fois. Ah oui, quand même. Ouais. 5-6 fois. Ouais. Quelques semaines, une semaine et demie après, il me semble, le directeur m'avait appelé pour un entretien assez rapide d'ailleurs. Et on a fait l'entretien s'est très bien passé et puis j'ai été embauché quelques semaines après. Mon directeur à ce moment-là était étonné de mon parcours parce que issu de la restauration, il était étonné que je puisse avoir une expérience aussi solide dans la papeterie et dans la vente. Donc la restauration, ça forme énormément, ça forme les gens au mental, au physique,
Et du coup, je pense que mon expérience en restauration, de toute façon, m'a toujours servi, et je me suis toujours dit que ça me servirait toujours. Et la preuve, c'est que je pense que j'ai été embauché, bon, non pas seulement par mon expérience dans la vente, mais aussi par mon expérience dans la restauration. Et le savoir-être. Et le savoir-être. En restauration, c'est très très important, le savoir-être. Il y a forcément des moments où on pète un câble, on est tellement sous pression que c'est comme une cocotte minute. À un moment, la pression a fini par partir. J'ai plus été dans l'esprit d'équipe qui m'a permis justement de gérer cette pression, et même le savoir-être dans ma nouvelle entreprise. Du coup, tout me paraissait tellement plus simple. Tout me paraissait plus simple d'accès, et j'étais même étonné. C'était un décalage vraiment quasiment total. Parce que cumulé en restauration, j'ai bossé 3 ans et demi, voire même 4 ans, avec des horaires en journée, du 9h, allez, 9h, 19h. Mais par contre, c'était ton premier temps plein. Et c'était mon premier temps plein de ma vie. J'avais des horaires en journée. Je travaillais le samedi. Travailler dans un environnement avec de l'informatique, je me suis senti, mais c'est du nouveau matériel, je dois faire de nouvelles choses, je dois prendre de nouvelles habitudes, donc c'est très déroutant. Pour moi, tout paraissait plus simple. Oui, puis ce qu'il faut préciser, c'est que certes, tu travaillais en papeterie, mais là, tu étais rattaché au rayon informatique. Au rayon informatique. Et là, l'informatique, c'était surtout des compétences que tu avais développées à titre personnel. Oui. Et au départ, dans l'offre d'emploi, ce n'était pas précisé. C'était pas précisé. Lors de l'entretien, je me souviens, mon ancien directeur me demandait si j'avais des connaissances en informatique. Je lui ai dit oui, des connaissances solides, parce que je sais utiliser un ordinateur depuis... je suis la génération 90, donc j'ai été baigné dedans. Et le fait de savoir utiliser un ordinateur à 7-8 ans, ça passionne très vite. Moi, ce qui m'intéressait dans ce domaine-là, c'était vraiment le côté matériel, le côté comment fonctionne un ordinateur. Et quand j'ai rejoint cette entreprise-là, ça m'a permis en fait de mettre mes connaissances dans le domaine de l'informatique, dans la réparation par exemple, dans la mise à niveau, tout ce qui est connaissances logicielles aussi, parce que après plus tard dans mon apprentissage personnel, j'ai commencé à apprendre des logiciels, apprendre le fonctionnement de base de Windows, de Mac aussi, parce que j'ai peu travaillé sur Mac, mais je connais un peu. Donc ouais, ça m'a permis aussi d'évoluer dans ma carrière professionnelle à ce moment-là. Ça a duré 1 an et demi, ouais. Et donc t'étais en CDI, et là, qu'est-ce qui s'est passé? De nouveaux changements? Notre fille, déjà. Quand t'as été enceinte, il y a eu beaucoup de changements dans ma tête. Je me sentais un peu obligé d'être dans le changement. Après, il y a les conditions de travail qui se sont dégradées, la pression de l'équipe. Les personnes qui manquaient n'étaient pas remplacées, du coup la charge de travail pesait sur les personnes qui restaient. Et on n'en pouvait plus tous, et moi j'ai décidé de partir à ce moment-là aussi. Donc c'est à ce moment-là où je me suis dit, c'est un signe, il faut que tu ailles voir ailleurs. Tu étais déjà dans une démarche de recherche d'emploi. Ouais. Moi, je regardais également de mon côté. C'est ça. Et c'est là que j'ai trouvé une offre d'emploi. C'est moi qui te l'ai donnée. C'est toi qui me l'as donné. Oui, c'est toi qui me l'as donné. Oui, c'est clair. Ouais, je confirme. Tu t'es arrivé, tiens, regarde, une offre d'emploi. Et voilà, j'ai regardé. J'ai postulé, et puis voilà. Donc, est-ce que tu peux expliquer ce que c'était cette offre? Alors, cette offre, c'était un poste d'assistant commercial. Dans le secteur de la papeterie. Donc finalement, je changeais pas de domaine, mais je changeais totalement de conditions de travail. Et là, je parlais de décalage tout à l'heure. Là, c'était un décalage total. Il n'y avait pas une pression monstre. Je faisais mon travail. Les horaires, j'étais pas du tout habitué à ces horaires de journée. Je travaillais du lundi au vendredi, grosso modo, de 9h30 à maximum 17h. Donc quand on a toujours terminé à 23h, 21h, on a vraiment des horaires où les gens sont chez soi en train de manger, où tous les commerces sont fermés. Arriver dehors et se dire, bon, je peux encore profiter de ma journée. Je ne travaillais plus les week-ends, et c'est un changement total. Et t'étais à côté?
Et j'étais à côté, et littéralement j'étais à 15 minutes à pied de la maison. Donc. Mais ça n'a pas été ton dernier poste. Non, ça n'a pas été mon dernier poste, car je me suis très très vite ennuyé. Disons que j'avais des collègues sympas, hein, ça c'est vraiment pas le problème. Le problème étant la charge de travail. Déjà à ce moment-là, j'avais un collègue, un prédécesseur, qui avait l'habitude d'étaler sa journée, enfin son travail dans la journée. Et moi j'ai toujours été, il faut qu'un travail soit fait, il faut que ça soit fait maintenant, il faut que ça soit fait le plus rapidement possible. Et pour le coup, le travail que mon prédécesseur faisait en une journée, je le faisais en une bonne demi-journée. Quelle efficacité. C'est pas tant l'efficacité, c'est le fait de ne pas comprendre pourquoi les gens prenaient autant de temps au travail. Quand je suis parti de cette entreprise, j'y suis resté 6 mois à peu près. Et je suis parti, pareil, hein, sous tes conseils. Quand tu m'as dit, oh, il y a encore une offre d'emploi, regarde, ça pourrait t'intéresser. C'est un centre de formation. Alors, je suis pas du tout issu du milieu de la formation. Alors c'était un truc en totale découverte. Sauf que déjà le premier point qui a fait peser dans la balance. Pour ce poste-là, c'est le domaine informatique et le domaine du graphisme. Je reviens un peu à mes premiers amours, mais c'est une passion qui m'a jamais lâché finalement. Et même si j'ai cru que ça allait me lâcher plein de fois, j'ai vu ce que ce centre proposait comme type de formation et j'ai fait, mais je connais tout ça. Enfin, je connais pas tout non plus, mais je connais bon nombre de formations qu'on propose, je connais les sujets, je connais pas mal de choses. Donc ça peut être intéressant. Et j'ai postulé à cette annonce en tant qu'assistant commercial. Donc l'intitulé était le même que mon poste précédent, sauf que la charge de travail était totalement différente. Est-ce que tu peux expliquer juste, en effet, tu disais que à plusieurs reprises, tu as cru que le graphisme, ça allait te lâcher. Qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas réussi dans ce domaine ? Disons qu'il y a déjà, c'est l'offre, il y a énormément de demandes dans ce domaine-là. Il y a très très peu d'offres. Dans un second temps, maintenant on arrive à l'ère où le graphisme n'est plus un métier mais une compétence. Et ça, je le dis très souvent. Donc maintenant, je le vois maintenant parce qu'en tant qu'assistant commercial, je vois des clients qui sont dans des domaines divers et variés qui se forment au graphisme. Il y a des graphistes aussi, hein, dans des entreprises, dans des boîtes de com, dans des agences de com. Enfin, voilà, c'est normal. Mais maintenant, on demande à être plus dans le domaine du web, de l'infographie, du développement web, etc. C'est un métier qui change constamment. Enfin, les entreprises, en tout cas, ont toujours besoin de leurs futurs employés soient des couteaux suisses, clairement. On est dans un domaine où c'est, par exemple, tu sais dessiner, tu sais faire des maquettes, tu sais faire des magazines. On va te demander aussi de faire du développement d'applications. On va aussi te demander de faire des visuels pour les téléphones, des sites web pour les téléphones. Maintenant, c'est quasiment obligatoire d'ailleurs pour quand on développe un site, on le développe pour un téléphone d'abord. Donc voilà. C'est un domaine qui, en fait, j'adore ce métier. C'est un métier créatif, c'est un métier où on est en créativité constante. Il y a aussi le graphisme exécutant, il y a le graphisme créatif. L'exécutant va plus être dans un terme technique, et que le créatif, forcément, comme son nom l'indique, va imaginer les choses. Quand tu as 100, 150 personnes qui postulent à un poste, vont dire regardez ce que je fais, c'est compliqué de se démarquer. Donc déjà, il y a une baisse de morale et on se dit, mais en fait, on voit par exemple sur les réseaux sociaux, non, regardez plutôt mon travail, regardez plutôt ça, regardez-moi. Et je trouve qu'on a mélangé le graphisme aux réseaux sociaux
Je vois de plus en plus de graphistes, en tout cas de personnes dans le métier créatif qui se montrent plus. Parce que c'est une manière de se démarquer. C'est une manière de se démarquer et tous les moyens sont bons pour se démarquer en fait. Après, c'est pas forcément mauvais, mais c'est surtout que du coup, en effet, on n'est plus tant sur le cœur de métier, mais plutôt ce qu'on laisse montrer de nous. De soi. C'est ça. C'est plutôt de l'image de soi davantage que c'est ça, c'est totalement ça. De son travail. J'aimerais revenir sur certaines choses. Il y a une anecdote, si tu te souviens, je pense que tu t'en souviens, en 2020, à un moment donné, tu avais postulé un poste à Niort, donc Niort qui n'est pas une grande ville, en soi, qui ne peut pas spécialement rêver, et donc un poste de graphiste, et en fait, tu avais relancé, il t'avait dit qu'il y avait ils avaient reçu entre 300 et 600 candidatures en une demi-journée, venues de toute la France, y compris des personnes de Lyon, de l'autre bout de la France. Donc ça donne un peu un ordre d'idée du marché, en l'occurrence du graphisme, mais qui touche plus globalement les métiers créatifs. Mais c'est ça. Et tu l'as dit, en fait, il y a vraiment une évolution du marché. On sait bien qu'il y a des métiers qui sont amenés à disparaître, d'autres qui vont apparaître, et puis la majorité, un grand nombre vont être transformés. Bon, là, aujourd'hui, il y a l'intelligence artificielle qui est en train d'exploser et qui va clairement transformer les métiers. Qui transforme déjà les métiers. Exactement. Donc, oui, tout ça, c'est à prendre en compte. J'aimerais revenir sur la notion d'environnement et de conditions de travail, puisque, comme tu disais, c'est vrai que au tout début, les premières expériences, finalement jusqu'en 2021, tu étais plutôt finalement vraiment sur le terrain, toujours en mouvement, toujours des postures debout, que ce soit en restauration, en vente en magasin, avec une pression, un stress... quasi permanent. Pratiquement, oui, ça dépend des... Disons qu'il y avait des pics de stress et puis après des diminutions quand il y avait moins de fréquentation, par exemple, en magasin. Et tu es passé au travail de bureau, derrière un ordinateur, assez sédentaire. Tu ne bouges pratiquement pas de la journée. Non. Si ce n'est pas la machine à café ou pour aller bosser. Non, même pas. En fait, forcément, le travail change. Le mode de travail change, donc la pression est totalement différente aussi. En magasin ou en restauration, je marchais quasiment. Je marchais 10 km par jour minimum. Donc là, c'est sûr que se retrouver en bureau, certes, psychologiquement, c'est totalement différent et c'est tellement bénéfique de se dire j'ai fait autant de temps dans un poste à pression, debout, où j'ai beaucoup marché et d'un seul coup je me retrouve assis. Honnêtement, l'ergonomie au bureau, ça me concernait pas à ce moment-là. Mais quand je suis arrivé dans le domaine du bureau, oui, là, ça me concernait beaucoup plus. Oui, en effet, je bougeais beaucoup moins, forcément, mais je me forçais à bouger quand même. Je marchais plus que les autres parce que j'avais besoin, lors d'échanges avec les clients au téléphone, à ce moment-là, en tout cas, j'avais besoin d'exprimer. Donc, je marchais et puis je parlais un peu avec mes mains aussi en même temps. Et puis je me souviens de la fois où tu as commencé ton premier jour au bureau. Tu me dis, waouh, j'ai un bureau rien que pour moi. Mais ouais, c'est clair. Non, mais ça peut paraître totalement bateau. Quand on a passé autant de temps debout et qu'on a un poste assis avec un bureau, avec son toit crayon, ses crayons, sa paire de ciseaux, ses feuilles, ses bloc-notes, on se dit, mais c'est bête, hein, mais on se dit, mais putain, tout ça, c'est à moi, quoi. Tu vois, ok, je travaille, je suis au téléphone, j'écris, machin. C'est un environnement de travail qui m'a changé, mais énormément. Et c'est tellement plaisant d'arriver dans son bureau et puis par exemple poser sa gamelle du midi dans un tiroir qui est à soi, parce que en restauration, forcément, les casiers, quand on a des casiers, les casiers appartiennent à tout le monde. Donc tes affaires, elles peuvent être en haut à droite et puis le lendemain, elles peuvent être en bas à gauche. Enfin, c'est des trucs où moi j'étais habitué à vider mes affaires avant de partir. Là, c'était l'inverse. C'était, tu peux laisser tes affaires, tu peux laisser ce que tu veux, c'est à toi, c'est ton espace de travail. Et ce ressenti, je pense que je m'en souviendrai pendant longtemps. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser, si on peut revenir juste sur ton expérience précédente
en vente en papeterie. Ouais. Tu parlais d'affaires qui disparaissaient. En effet, tu as été quand même confronté à des vols, Oui. à plusieurs cambriolages, Ouais. fuite d'eau, il y a eu pas mal de... Voilà. Est-ce que tu peux dire, toi, comment tu as vécu ces événements, ces agressions aussi, parce que tu as eu des agressions verbales, des insultes? En fait, la restauration, je reviens toujours un peu à la restauration, parce que ça a été le berceau je pense que ça a été vraiment le berceau professionnel, mon berceau professionnel. En fait, j'ai été habitué à gérer la pression. À des moments de rush où on avait un service du midi énormissime, le soir un peu moins, mais on en avait. Il y avait une pression, mais vraiment parfois monstre. Et quand je suis arrivé dans le secteur de la vente, enfin en tout cas dans mon expérience de vente après la restauration, la pression, honnêtement, je dirais pas que j'ai pas maîtrisé. On maîtrise pas la pression, mais on gère. Mais gérer et maîtriser, c'est deux choses totalement différentes, surtout pour la pression. La pression, on la gère d'une façon totalement différente quand on est dans le secteur de la vente que quand on est dans le secteur de la restauration. En effet, on a des résultats à produire, forcément. On est employé donc, dans la vente, donc on a des résultats chiffrés, forcément. Mais c'était pas dans ma nature de proposer de vendre pour vendre. Lors de conflits clients, beaucoup de clients pensaient que justement on vendait pour vendre. Enfin, je vendais pour vendre. Lors de réparation informatique, il y a beaucoup de personnes que j'ai croisées qui se sont sentis désabusés avant parce que ils payaient une blinde, une réparation alors qui ne coûtait pas cher du tout. J'ai eu des conflits clients, en effet, des personnes qui n'étaient pas contents du produit qu'ils ont acheté. Enfin, après, c'est totalement normal. On a un service après-vente. Après, il y avait beaucoup de choses à gérer. Moi, je gérais tout ça aussi. Des personnes qui se croient tout permis, clairement. On a des personnes on avait en tout cas des personnes qui étaient des professionnels. Il n'y a pas que des particuliers, il faut bien le comprendre. Pour moi, ce qui était important à ce moment-là, c'est que, ce que je voulais faire comprendre aux clients, c'était que le client était un client qui soit particulier ou professionnel. Si un patron entend ça, forcément, il va un peu grasser des dents, mais ce que je veux dire, c'est que un professionnel qui met autant d'argent dans un commerce qu'un particulier va être traité différemment. Moi, je ne suis pas dans cette optique-là. Pourquoi un professionnel sera mieux traité qu'un particulier ? En effet, il y a plus de moyens, tout ça. On sentait que parfois il y avait uniquement, on se disait, ça joue un peu sous la menace en fait de se dire ouais, je vais vous faire de la mauvaise pub. Quelles ont été les difficultés, ce que tu as rencontré qui t'a posé le plus de difficultés dans tout ton parcours là? Est-ce qu'il y a eu des freins, des contraintes qui ont été vraiment pesantes par rapport à tes transitions? Oui, il y en a eu forcément. Les freins, les freins comme ça fait partie de l'évolution professionnelle, d'avoir des freins. Comme on dit, l'échec, de toute façon, l'échec, ça fait partie de la vie professionnelle, de la vie personnelle aussi. Mais je me souviens en restauration la première année, les premières années, j'étais à Nancy, quasiment tout le monde m'appréciait mon travail. J'essayais d'être dévoué pour tout le monde, y compris pour l'entreprise qui m'embauche, que pour mes collègues qui travaillent avec moi. Parce que moi, je travaillais pas, je travaillais pour moi forcément, mais moi j'avais cette vision-là à ce moment-là, mais je travaillais pour moi, mais surtout pour les autres, parce que la pression, je l'avais pas que pour moi, tout le monde avait cette pression à différentes échelles forcément. Et je voulais évoluer en fait à cette période-là, sauf qu'on m'en a pas donné les moyens. Du coup, ça a joué sur mon moral, ça a joué sur mon travail, clairement. À cette période-là, j'étais beaucoup moins engagé parce que je me suis senti pas abandonné, mais presque un sentiment vraiment de va voir ailleurs si j'y suis, quoi. Donc je m'étais déjà renseigné à ce moment-là, je sais pas si c'était avant ou après cet événement-là, mais j'avais un centre de formation à l'époque qui était pas très très loin de chez moi. J'ai commencé à vouloir peut-être me former,
à cette période-là, et j'étais juste dans un processus de renseignement. Par rapport à quoi comme formation? Par rapport à une formation dans l'infographie. Je me suis dit, je vais voir ce que ça donne. De toute façon, ça coûte rien. Et ça coûte rien, c'était pas le mot, ça coûte beaucoup. Parce que déjà, j'ai tapé à la porte de Pôle emploi qui m'ont dit gentiment non. J'ai tapé gentiment à la porte de la région qui m'a dit gentiment non. Et j'avais pas les moyens à ce moment-là de mettre autant pour une formation aussi longue. De mémoire, c'était une formation qui durait, elle devait durer 1 an et demi. Et la formation, elle était évaluée à peut-être, je dirais 30 000 euros, quoi. Ah oui, quand même. Donc non, ça a été rapide, je me suis renseigné et puis ça s'est arrêté là. Et du coup, j'ai continué dans la restauration parce que j'avais ce poste-là. Et aussi pour des mobilités géographiques parce que le resto était pas très très loin de chez moi. Il m'arrivait des fois le soir de rentrer chez moi à pied, je mettais peut-être 30 minutes à pied. Ouais. Mais oui, il n'y avait pas la voiture, t'as pas le permis, Non. donc ça c'était un frein dans la recherche d'emploi. C'était un frein dans le sens où, oui, en effet, purement géographique parce que moi j'étais dans Villers, en fait, Villers et Nancy, c'était le coin le plus, on va dire, le plus éloigné de la métropole nancéenne. Le problème, c'est que les bus, le dernier bus, passait à 20h15, si je dis pas de bêtises. Donc oui, ça a été un frein. Ça a été un frein dans un sens où je pouvais pas partir non plus. Enfin, je pouvais bouger, mais je pouvais pas avoir des horaires décalés comme j'en avais. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que ça t'a apporté tout ton parcours sur le poste que tu occupes aujourd'hui, quel est l'apport de ce que tu as vécu? Déjà, clairement, vous l'aurez compris, la restauration m'a formé personnellement à gérer la pression, à travailler activement, à travailler mes réflexes aussi. Il y a aussi le coin sportif qui est une place extrêmement importante. J'ai toujours trouvé que le milieu du sport était extrêmement important dans le domaine professionnel. Il y a tellement de points communs finalement. Déjà, le hockey, c'est un sport où il y a beaucoup de valeurs. Il y a de la protection dans l'équipe. Il y a cet esprit fédérateur de ne jamais lâcher de la première seconde à la première à la dernière seconde. Et travailler aussi sportivement dans l'adversité. Il y a des moments de défaite ou des moments de victoire qui nous échappent. On a fait un effort collectif et c'est ce qu'il faut retenir. C'est pareil dans le domaine professionnel. Et je trouve que le sport a une place extrêmement importante à l'heure actuelle dans le domaine professionnel. Faire du sport en dehors de ses horaires de travail, ça aide forcément à évacuer la pression et à se sentir mieux aussi dans son corps le lendemain quand on va travailler par exemple. Mais pas que. C'est tout l'esprit sportif. Il y a une question de fédération aussi au sein de l'entreprise. Est-ce que tu aurais un ou plusieurs conseils à donner aux personnes qui nous écoutent, qui souhaitent changer d'orientation professionnelle? Un des conseils que je peux donner, c'est de ne pas avoir peur du changement. Pas non seulement du changement professionnel, mais du changement géographique. Moi, ça m'a aucunement fait peur. À l'inverse, il y a des personnes qui ça terroriserait de partir d'une région à une autre, que je comprends totalement d'ailleurs. Mais il faut outrepasser cette peur. En termes de conditions, on va dire, de conditions mentales de travail, il y a un moment où, comme je disais tout à l'heure, la marmite, elle évacue la pression quand il y en a trop. Il faut évacuer cette pression. Si vous voyez qu'il y a trop de pression dans votre travail, changez. Vous allez vous enfermer dans un travail qui ne vous plaît pas, qui ne vous plaît plus. Et donnez le meilleur de ce que vous pouvez en termes personnels dans votre milieu professionnel. Le dernier conseil que je peux donner, c'est tout vous servira. Il y a eu des moments où, par exemple, dans mon domaine de vente, où il y avait des trucs, je me disais, ah mais ça, j'avais fait ça il y a quelques années. Heureusement que j'ai fait ça. Mais, oui, il y a des connexions après qui se refont au fil du temps. Totalement.
Et ça, je le dis souvent aux gens que j'accompagne, c'est on ne part jamais de zéro. Non. Vous ne partez jamais de zéro. Ça c'est clair. Quel que soit le changement, quel que soit le virage, même si c'est un virage à 360, de toute façon, il y a des compétences. Et là, c'est un bon exemple. Je trouve que c'est pour ça que je trouve vraiment intéressant que tu puisses partager, toi, ton parcours, parce que ça peut inspirer grand nombre de personnes. On voit les difficultés que tu as traversées, on voit d'où tu es parti et les multiples transitions que tu as faites sans formation. C'est aussi ça qu'il faut se dire, c'est qu'il n'y a pas eu de formation qui ont fait que tu as switché d'un poste à un autre, d'un type de métier à un autre. Et pour autant, en fait, toi, c'est vraiment la formation terrain, tes compétences aussi personnelles. Tu as su utiliser tes compétences, qu'on appelle les compétences transférables, pour justement mettre ça en évidence, mettre ça en avant lors des recrutements pour pouvoir apprendre aussi de nouveau, parce qu'une prise de poste, c'est aussi quelque part une forme de formation. Oui, et puis c'est une réadaptation constante, forcément, même si le poste est le même. Techniquement, le nom du poste est le même, les conditions de travail sont différentes, les collègues sont différents, l'endroit est différent, donc on s'adapte à la vie de l'entreprise, on s'adapte à la vie de chacun aussi, donc tout à fait. Voilà. Comment tu te sens aujourd'hui ? Très bien. Très bien. Aujourd'hui, j'ai la chance, comme je disais, d'être dans une très bonne équipe, j'ai la chance d'être dans une très bonne entreprise. Quand je suis arrivé, moi je suis arrivé dans cette entreprise-là fin novembre, où c'était la période des fêtes de fin d'année, et j'ai vu que c'était une équipe vraiment bienveillante, aussi bien les équipes de formateurs que les équipes de commerciaux, les équipes aussi de CEF, donc conseiller emploi formation. Non, je me sens bien aujourd'hui parce que j'ai déjà mes conditions de travail se sont très nettement améliorées. Le travail en soi est quand même passionnant, dans le sens où moi je fais du mieux que je peux pour aider les gens à effectuer une formation pour qu'ils puissent trouver du travail le plus rapidement possible. Donc je suis un peu acteur en fait aussi de ce changement en tant qu'assistant commercial. D'ailleurs, je gère la région Grand Est, comme quoi. C'est rigolo. Comme quoi, c'est marrant quand même les petits signes comme ça. Mais non, à l'heure actuelle, je suis très bien où je suis et voilà. Super. Non, j'ai envie de te demander, je pense que les auditeurs aussi, à quand le prochain changement ? Ah, ça ne tient pas que de moi, mais à voir, je ne sais pas. Très honnêtement, je ne sais pas. Bon, en tout cas, j'ai envie de terminer là-dessus, tu viens de le dire, être acteur du changement. Tu accompagnes à la fois les gens dans leur changement, et toi-même, tu l'as vécu. Parce que j'ai voulu, au moment où j'étais de l'autre côté du bureau, on va dire, entre guillemets, où j'avais besoin d'être accompagné, j'étais mal accompagné. D'où l'importance de se faire accompagner. D'où l'importance de se faire accompagner, exactement. Totalement. Merci beaucoup. De rien. Je pense qu'il va y avoir un certain nombre d'échos chez les auditeurs suite à ton... J'espère. Merci mon chéri. De rien. Je vous remercie grandement pour votre écoute de cette nouvelle métamorphose professionnelle et je vous invite tout de suite à vous abonner pour suivre les prochains épisodes, ainsi qu'à commenter, réagir et ajouter 5 étoiles si vous avez apprécié le podcast. Si vous aussi vous souhaitez partager votre expérience de métamorphose lors d'un épisode, je vous invite à me contacter à l'adresse soitois.psydutravail@gmail.com. Si vous vous questionnez sur le sens de votre travail ou sur une nouvelle orientation professionnelle et que vous souhaitez être accompagné et bénéficier d'une écoute ainsi que d'une méthodologie pour opérer les changements nécessaires à votre vie, je vous propose de vous présenter gratuitement le parcours métamorphose à retrouver sur mon site internet www.soitois-psychologue-du-travail.com. En attendant, je vous dis à bientôt pour une nouvelle métamorphose.